Mes chers abonnés, bienvenue à vous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre écoute, et votre cœur ouvert à chaque histoire. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à écrire des récits vrais, tristes, puissants, comme la vie elle-même. Que la paix, la sagesse et la force soient toujours avec vous. Il a tout donné à son village. Et quand il a eu besoin d'eux, ils l'ont oublié. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le sang ne l'oublierait jamais. Le village dormait encore sous un manteau d'hiver silencieux. Les toits étaient saupoudrés de givre, les cheminées fumaient paresseusement, et l'air avait cette odeur particulière des matins glacés. Un mélange de bois brûlé, de terre figée et de souvenirs gelés. Dans une petite maison de pierre, au bout du chemin des peupliers, vivait Elias. Un vieil homme au geste lent, aux mains burinées par le bois, et au regard bleu pâle qui portait le poids des années. Il s'était levé comme tous les matins à l'aube, avait allumé le poêle, préparé son café noir et regardé les premières lueurs du jour se lever sur les collines. Sa vie était simple, faite de silence et de gestes familiers. Mais ce matin-là, un bruit étrange déchira l'habitude. Des pas lourds, des voix sèches, des coups frappés contre la porte. Elias posa lentement sa tasse, l'inquiétude se glissant dans ses veines comme un courant froid. Il ouvrit la porte, et face à lui se tenaient deux gendarmes, droits, le regard dur, et derrière eux, un voisin, Paul Vernier. Celui qui avait toujours nourri une rancune muette à son égard, celui qui enviait ses terres, son calme, et la dignité tranquille qu'il n'aurait jamais. Elias Marchand ? Vous êtes en état d'arrestation. Pour incendie volontaire. Le cœur du vieil homme cessa un instant de battre. Il crut d'abord à une blague. Puis il vit les menottes. Il vit le regard satisfait de Paul, caché sous une expression faussement affligée. Il doit y avoir erreur, je n'ai rien fait, murmura-t-il. Vous aurez tout le loisir de vous expliquer au tribunal, répliqua le plus jeune gendarme. Sans violence, mais sans douceur non plus, ils lui passèrent les menottes. Le métal froid mordit sa peau parcheminée. Son regard se posa sur la table encore dressée, le feu qui crépitait dans le poêle, les outils accrochés au mur. Une vie entière réduite à une image figée. Les voisins commencèrent à sortir de chez eux. L'un entr'ouvrit un volet, une femme au loin posa son panier. Un à un, les regards se tournèrent vers lui. Aucun mot. Juste des yeux, remplis de soupçons, de murmures silencieux. Elias baissa la tête. Ce fut le moment le plus douloureux, voir la peur et le doute dans les yeux de ceux qui, la veille encore, l'appelaient l'ami, le vieux Elias, le sage du village. Le camion s'éloigna, soulevant un nuage de poussière. Derrière lui, sa maison devint un point minuscule dans le miroir, comme un souvenir qui s'efface. Au commissariat, l'interrogatoire fut bref et glacial. On l'accusait d'avoir mis le feu à la grange de Paul Vernier. Des témoins disaient l'avoir vu près du terrain, tard dans la soirée. Une bouteille d'essence avait été retrouvée non loin de là, et un chiffon imbibé, preuve suffisante, selon eux. Elias restait figé. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais haï cet homme, malgré tout. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Personne ne l'écoutait vraiment. Le dossier était prêt. L'affaire semblait bouclée. Il passa sa première nuit en cellule. Il n'avait jamais été enfermé de sa vie. Même les murs semblaient trop proches. Il ne dormait pas. Il pensait à sa fille, morte depuis longtemps. À son petit-fils, Adam, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Il se demandait s'il savait. Il se demandait si quelqu'un, quelque part, croyait encore en lui. Au matin, on l'emmena au tribunal de la grande ville. Une salle froide, impersonnelle. Loin du bois chaud de son atelier, loin des collines et des oiseaux. Quand il entra, menotté, escorté comme un criminel, il y eut un murmure dans la salle. Mais lui ne regardait rien. Il était vidé. Comme si on lui avait volé son nom, sa dignité, son âme. Il s'assit. Et attendit. Attendu que quelqu'un dise la vérité. Attendu que quelqu'un le reconnaisse. Attendu, en silence, que le monde se souvienne de qui il était. Mais ce jour-là, personne ne parla encore pour lui. Personne, jusqu'à l'apparition d'un jeune homme qu'il n'avait pas vu depuis une éternité. La rumeur plus forte que l'amitié. Les nouvelles mauvaises voyagent plus vite que le vent dans les arbres. À peine Elias avait-il quitté le village que les premières rumeurs se glissèrent entre les volets, les cuisines, les rues pavées. Comme une pluie fine qui finit par tout détremper, elles s'infiltrèrent dans les conversations, contaminèrent les regards, et infectèrent les souvenirs. Tu sais ce qu'on dit? C'est Elias qui aurait mis le feu. Mais non,
Pas lui, il a toujours été tranquille. Justement. Trop tranquille. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens comme lui. Les plus anciens, ceux qu'il avait vu construire des bancs pour l'église, réparer des jouets, consoler des veuves, furent les premiers à douter. Pas par méchanceté. Par faiblesse. Parce que la peur est plus confortable quand elle a un visage à pointer du doigt. Au café du coin, là où Elias s'asseyait autrefois pour lire le journal en silence, sa chaise resta vide. Personne n'osa la retirer. Mais plus personne ne la regardait non plus. Comme si elle était devenue un rappel gênant. Joseph, son ami d'enfance, avec qui il avait partagé des parties de cartes, détourna les yeux en passant devant sa maison. Il avait voulu croire à son innocence. Mais quand sa femme lui avait dit qu'il valait mieux garder leur distance, il n'avait pas protesté. « Il faut penser à notre sécurité », avait-elle dit. On ne sait pas de quoi les gens sont capables. Pendant ce temps, la maison d'Elias restait silencieuse. Les outils étaient encore accrochés à l'atelier. Sur la table, le pain rassis durcissait lentement. La petite horloge en bois, qu'il avait fabriquée des années plus tôt, continuait de tinter toutes les heures. Comme pour rappeler que, malgré tout, le temps continuait. Mais personne ne venait. Même les enfants du village, qui autrefois venaient l'écouter raconter des histoires ou lui apporter des dessins, évitaient désormais le chemin des peupliers. Leurs parents avaient parlé. Ils avaient entendu. Et l'innocence se tait vite face à la méfiance. Il n'y eut qu'une visite. Celle du prêtre du village, l'abbé Laurent. Il s'arrêta un matin devant la porte close, fit une prière en silence, et repartit. Même lui, le seul à avoir vu Elias prier seul, genoux pliés sur le bois froid des bancs, n'osa pousser la porte. Le pire ne fut pas la méchanceté, mais l'abandon. C'est ce que ressentait Elias, dans sa cellule, quand il recevait les nouvelles par un avocat commis d'office, froid et pressé. Pas de visiteurs. Personne ne s'est présenté. Pas de courrier non plus. Il hochait la tête, sans rien dire. Il pensait à Yvette, son amie voisine, à qui il avait réparé la clôture 3 hivers plus tôt. À Michel, qu'il avait aidé à creuser un puits, malgré ses douleurs. À Solange, qu'il avait recueilli une nuit de tempête. Il se revoyait à table, entouré de rires, partageant son vin, offrant son pain. Tous ces moments, balayés par une simple accusation. Il comprit alors une vérité amère. Parfois, il suffit d'un mensonge pour effacer une vie de vérité. Dans sa cellule, il écrivit un mot sur un petit carnet qu'il gardait depuis longtemps. Il y inscrivait ses pensées, des morceaux de mémoire, des mots pour personne. Je suis toujours Elias. Je suis toujours celui qui a aimé ce village plus qu'il ne s'est aimé lui-même. Et pourtant, je suis seul. Il suffit d'un soupçon pour que l'amitié s'efface. Peut-être ai-je trop cru en l'homme. Peut-être ai-je eu tort. Il ferma le carnet. Et regarda le mur. Jour après jour. Attendant que quelque chose, quelqu'un, se lève contre le vent de la rumeur. Et puis, un matin, on lui annonça que son avocat avait changé. Un nouveau dossier a été déposé. Un jeune avocat de la ville veut reprendre votre défense. Elias fronça les sourcils. Qui? Un certain Adam Louvel. Il resta figé. Adam. Son petit-fils. Celui qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Celui qu'il pensait perdu pour toujours. Le silence se fit dans son cœur. Mais cette fois, il avait une autre couleur. Une couleur plus ancienne, plus profonde. Celle du regret. Celle de l'espoir. La salle du tribunal était grande, impersonnelle, toute de bois sombre et de murs pâles. Le froid semblait y entrer sans y être invité. Même les respirations se faisaient discrètes. Et au centre, parmi les bancs, les robes, les papiers empilés et les juges fatigués, il y avait lui, Elias. Assis sur une chaise trop dure, les épaules courbées, les poignets encore marqués par les menottes du matin. Il ne portait ni colère, ni panique, juste une immense lassitude, et cette incompréhension qui dévore les hommes juste quand l'injustice les touche. Tout autour, les murmures couraient. Quelques journalistes, des visages familiers de loin, un public curieux venu voir le vieux pyromane. Personne ne le salua. Personne ne lui adressa un regard humain. Il se souvenait de cette salle, pourtant. Il y avait 20 ans, il y était venu pour le mariage civil de sa fille. Elle portait une robe claire et un sourire vaste. À l'époque, il avait espéré. Pour elle. Pour le futur. Mais le futur s'était brisé trop tôt. Sa fille était morte 2 ans plus tard, d'un cancer qui n'avait laissé qu'un enfant orphelin derrière elle. Cet enfant,
C'était Adam. Un garçon lumineux, vif, avec des yeux pleins de questions. Elias l'avait élevé jusqu'à ses 10 ans. Puis une dispute avec le père du garçon avait tout brisé. Un conflit d'héritage, des mots durs, et surtout, un silence qui avait duré 10 longues années. Et maintenant, on lui disait qu'Adam serait son avocat. Le juge fit son entrée, le silence se fit. Puis la greffière appela la défense. Elias releva doucement la tête. Et alors, il entra. Un homme, la trentaine élégante, silhouette droite, costume noir, regard clair. Il traversa la salle avec calme, sans une hésitation. Il posa sa mallette, sortit un dossier, leva les yeux vers le juge. Maître Adam Louvel, pour la défense. Elias le regarda. Son cœur rata un battement. C'était lui. Ce n'était plus le garçon qu'il avait connu. C'était un homme. Fort, déterminé, et en même temps, si familier. Son menton, la manière dont il haussait légèrement les sourcils en se concentrant, c'était le visage de sa fille. Le sang qu'il avait bercé. Le sang qu'il croyait perdu. Le silence dura quelques secondes. Puis Adam parla. Votre honneur, je reprends aujourd'hui la défense d'un homme injustement accusé. Un homme que je connais mieux que quiconque ici. Car il fut, pendant les premières années de ma vie, mon seul refuge. Un frisson parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers Elias, puis vers le jeune avocat. Adam se tourna lentement vers lui. Pour la première fois depuis une décennie, leurs regards se croisèrent. Elias vit dans les yeux de son petit-fils une douleur contenue, une colère maîtrisée, mais aussi quelque chose de plus fragile, du chagrin. Et peut-être, enfoui très loin, de l'amour. Mais aucun mot ne fut échangé. Pas encore. Adam reprit la parole. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour prouver l'innocence d'un homme, mais pour restaurer ce que la rumeur, la peur et l'oubli ont piétiné, sa vérité, sa dignité et sa mémoire. Le juge hocha la tête. L'audience pouvait commencer. Toute la journée, Elias resta silencieux. Adam parlait pour lui. Il démontait les fausses preuves, pointait les incohérences, faisait appel à des experts. Il parlait avec la voix d'un homme formé à la justice. Mais parfois, dans ses inflexions, dans ses silences, Elias entendait autre chose. Il entendait un fils blessé. Un petit garçon abandonné. Un homme en quête de réparation. À un moment, pendant une pause, Adam s'approcha enfin de lui. Il s'agenouilla doucement près du banc, posa une main sur celui-ci, sans le toucher. « Est-ce que tu m'as reconnu » murmura-t-il, presque comme un enfant. Elias le fixa. La gorge trop serrée pour répondre. Il hocha lentement la tête. « Tu es devenu quelqu'un de bien », réussit-il à dire d'une voix tremblante. Adam détourna les yeux, la mâchoire tendue. « Je n'ai jamais oublié, dit-il. Ni toi. Ni ce que tu m'as donné. Mais j'étais en colère. Et je t'ai abandonné. Tu es là maintenant, murmura Elias. Le jeune avocat ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Discrète. Presque honteuse. Ce que je fais ici, ce n'est pas seulement du droit. C'est une dette. Une réparation. Et je te promets, je ne laisserai personne salir ton nom. Ils restèrent là, quelques secondes, entre deux silences. Puis Adam se leva. Et retourna à sa place. Elias, ce jour-là, sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas la douleur. Pas la solitude. Mais l'armure. Et pour la première fois depuis son arrestation, il sentit le poids sur sa poitrine devenir un peu plus léger. Dans les jours qui suivirent, le procès s'intensifia. Adam n'était pas venu seul. Il avait apporté avec lui toute la rigueur d'un avocat de renom, des preuves photographiques, des documents, des expertises techniques, et surtout, une volonté que rien ne semblait pouvoir briser. Elias, lui, restait assis, jour après jour, comme un vieil arbre secoué par la tempête, mais debout. La procureure, Madame Rowe, était tenace. Froidement convaincue de la culpabilité d'Elias, elle présentait des témoignages à charge, des preuves fragiles mais habilement enrobées. Elle se référait à sa solitude, à son âge, à son caractère renfermé. Elle dressait le portrait d'un vieil homme frustré, jaloux, prêt à commettre l'irréparable. Adam la laissait parler. Puis il se levait. Et lentement, méthodiquement, pièce après pièce, il démolissait son château de sable. Cette photo, prise par un voisin, montre qu'Elias était chez lui 20 minutes avant l'incendie, dit-il un matin en montrant une image un peu floue. Il avait laissé sa lumière allumée, comme toujours.
L'heure exacte est prouvée par l'horodatage. Cette bouteille d'essence? Trouvée dans un fossé, mais aucune empreinte d'Elias dessus. Aucune trace d'ADN. Et ce chiffon imbibé? Issu d'un tissu que l'on retrouve, dans le garage du fils Vernier. Une analyse que j'ai fait refaire. Voici le rapport. À chaque nouvel élément, la salle réagissait. Certains fronçaient les sourcils. D'autres se murmuraient des choses. Elias, lui, ne disait rien. Mais au fond de lui, une vérité endormie se redressait. Quelqu'un se battait pour lui. Puis vint le moment décisif. Adam fit citer Lucas Vernier, le fils du voisin accusateur. Un jeune homme nerveux, les yeux fuyants, le dos voûté. Il s'avança à la barre en traînant les pieds. Monsieur Vernier, commença Adam, vous étiez présent le soir de l'incendie, n'est-ce pas? Oui, j'étais chez moi. Vraiment? Êtes-vous certain? Car selon une vidéo de surveillance, à 22h43, on vous voit sortir en courant derrière la scierie, à seulement 50 mètres de la grange incendiée. Un murmure parcourut la salle. Ce n'est pas moi. Protesta Lucas. J'étais juste dehors. Je fumais. Adam s'approcha. Vous étiez dehors, avec une cigarette, ou avec un bidon d'essence? Car voyez-vous, votre ADN a été retrouvé sur le bouchon du bidon. Et, autre détail, des cendres ont été retrouvées sur vos chaussures. Des cendres provenant du même type de bois que celui qui a brûlé ce soir-là. Le jeune homme blêmit. Il balbutia. La procureure voulut intervenir, mais Adam leva la main. Enfin, monsieur Vernier, puis-je vous rappeler que vous êtes sous serment? Une fausse déclaration constituerait un parjure passible de prison. Le silence. Puis, d'une voix tremblante, presque inaudible, Lucas avoua. Ce n'était pas volontaire. J'ai voulu fumer dans la grange. J'ai renversé quelque chose. J'ai paniqué. J'ai couru. Mon père a dit qu'on pouvait faire accuser Elias. Il ne se défendrait pas. Il est seul, il est vieux. Elias ferma les yeux. Il ne voulait pas de vengeance. Pas d'haine. Mais en entendant cela, il sentit sa gorge se serrer. Non pour lui. Mais pour ce que l'homme peut faire, lorsqu'il a peur de perdre, lorsqu'il oublie la dignité. Le juge frappa du marteau. Le calme revint. Adam se rassit, les traits tirés. Il n'avait pas souri. Pas une seule fois. Car il ne célébrait rien. Il ne voulait pas gagner. Il voulait réparer. À la fin de l'audience, le juge s'adressa à la salle, d'une voix grave. Après réexamen complet du dossier et des aveux obtenus, il apparaît clairement que M. Elias Marchand est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il est donc acquitté. Un souffle. Une libération. Mais aucune clameur. Pas d'applaudissements. Elias resta assis. Les yeux dans le vide. Il n'y avait pas de victoire à célébrer. Seulement une vérité retrouvée, et une vie à reconstruire. À la sortie du tribunal, Adam marcha à ses côtés. Il ne parlait pas. Pas encore. Il n'y avait pas de mots assez simples pour tant de douleurs contenues. Puis, doucement, Adam glissa. Je t'accompagne. Si tu veux, je peux te ramener. Elias le regarda. Longtemps. Puis, dans un souffle. Tu n'as pas seulement défendu mon nom. Tu m'as rendu ma voix. Et ils partirent ensemble, sous un ciel gris mais ouvert, comme deux morceaux d'une histoire longtemps brisée, qui commençait peut-être à se recoller. Larmes et justice. Ils revinrent au village en silence. Adam conduisait lentement, comme s'il redoutait que chaque virage les ramène dans le passé. Elias, sur le siège passager, observait les paysages familiers. Les champs, les haies, le vieux clocher. Tout était à sa place, mais rien ne semblait pareil. Quand ils passèrent le panneau Saint-Benoît-sur-Colline, le cœur d'Elias se serra. « Je ne sais pas si je suis prêt à revoir leur regard, » murmura-t-il. « Tu n'as rien à prouver, » répondit Adam. « Ils ont failli. Pas toi. » Mais qu'Elias savait que les regards jugent plus longtemps que la justice. Il le ressentait au fond de ses os. La voiture s'arrêta devant sa maison. La porte en bois, l'arbre tordu par le vent, la petite barrière rouillée, tout avait vieilli sans lui. Une semaine à peine. Mais une semaine d'accusation, d'humiliation, de solitude. Il mit quelques secondes avant d'ouvrir la portière. Il s'approcha lentement de la porte. L'ouvrit. Et là, sur la table, le pain qu'il avait laissé. Dur comme la pierre. Tout est exactement comme je l'ai laissé, dit-il doucement. Comme si le monde avait attendu.
Il t'a attendu, répondit Adam. Et moi aussi. Elias le regarda. Les mots étaient difficiles. Mais il les laissa venir. Je pensais ne plus jamais te revoir. Pas après, tout ça. Moi non plus, murmura Adam. Mais quand j'ai appris, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai eu honte. D'avoir douté. D'être resté loin si longtemps. Un silence s'installa. Chargé. Danse. J'aurais dû venir plus tôt, reprit Adam. Pas en costume. Pas en avocat. Juste, en petit-fils. Elias s'approcha. Il posa sa main ridée sur l'épaule d'Adam. Tu es venu. C'est tout ce qui compte. Et pour la première fois depuis des années, ils se prirent dans les bras. Sans force. Sans mots. Deux solitudes qui se retrouvaient. Le lendemain, le village les vit passer ensemble sur la place. Certains détournèrent les yeux. D'autres les saluèrent timidement. Quelques enfants, par habitude, sourirent. Et puis il y eut Joseph, l'ami d'enfance. Il s'approcha, la casquette entre les mains, gêné. Elias, je suis désolé. J'ai douté. J'ai eu peur. Comme un lâche. Elias le regarda. Il vit l'homme qu'il avait connu. Pas un traître. Un homme simplement humain. La peur rend les gens faibles. Mais le pardon les rend plus forts, dit-il. Joseph baissa les yeux. Puis, ému, posa la main sur son bras. T'as toujours été meilleur que nous tous, vieux frère. Le soir, Elias et Adam restèrent assis dehors, sous le ciel clair. Ils parlèrent de tout. De la mère d'Adam. De l'enfance oubliée. Des choses qui blessent et des silences qui tuent. Et, petit à petit, quelque chose d'autre s'installa, la paix. Tu comptes rester? Demanda Elias, hésitant. Adam regarda le vieux cerisier dans la cour. Pour un moment, oui. J'ai des choses à réparer ici. Et peut-être, des racines à retrouver. Elias sourit, les yeux humides. Tu sais, je pensais mourir seul. Mais tu m'as ramené plus que la liberté. Tu m'as ramené une famille. Ils ne dirent plus rien. Le vent soufflait doucement. Une chouette ululait au loin. Et dans ce silence, il n'y avait plus de peur, plus de honte, plus de rumeurs. Il n'y avait que deux hommes, un grand-père et son petit-fils, qui avaient appris que même après la trahison, même après la douleur, la justice la plus importante, c'est celle du cœur. Plutôt, reprit Adam. Pas en costume. Pas en avocat. Juste, en petit-fils. Elias s'approcha. Il posa sa main ridée sur l'épaule d'Adam. Tu es venu. C'est tout ce qui compte. Et pour la première fois depuis des années, ils se prirent dans les bras. Sans force. Sans mots. Deux solitudes qui se retrouvaient. Le lendemain, le village les vit passer ensemble sur la place. Certains détournèrent les yeux. D'autres les saluèrent timidement. Quelques enfants, par habitude, sourirent. Et puis il y eut Joseph, l'ami d'enfance. Il s'approcha, la casquette entre les mains, gêné. Elias, je suis désolé. J'ai douté. J'ai eu peur. Comme un lâche. Elias le regarda. Il vit l'homme qu'il avait connu. Pas un traître. Un homme simplement humain. La peur rend les gens faibles. Mais le pardon les rend plus forts, dit-il. Joseph baissa les yeux. Puis, ému, posa la main sur son bras. T'as toujours été meilleur que nous tous, vieux frère. Le soir, Elias et Adam restèrent assis dehors, sous le ciel clair. Ils parlèrent de tout. De la mère d'Adam. De l'enfance oubliée. Des choses qui blessent et des silences qui tuent. Et, petit à petit, quelque chose d'autre s'installa, la paix. Tu comptes rester? Demanda Elias, hésitant. Adam regarda le vieux cerisier dans la cour. Pour un moment, oui. J'ai des choses à réparer ici. Et peut-être, des racines à retrouver. Elias sourit, les yeux humides. Tu sais, je pensais mourir seul. Mais tu m'as ramené plus que la liberté. Tu m'as ramené une famille. Ils ne dirent plus rien. Le vent soufflait doucement. Une chouette ululait au loin. Et dans ce silence, il n'y avait plus de peur, plus de honte, plus de rumeurs. Il n'y avait que deux hommes, un grand-père et son petit-fils, qui avaient appris que même après la trahison, même après la douleur, la justice la plus importante, c'est celle du cœur. Quelques semaines avaient passé. Le village avait retrouvé son calme apparent. Les rumeurs s'étaient éteintes peu à peu, étouffées par la vérité officielle, par les aveux, et surtout, par le retour discret d'Elias dans sa maison de toujours.
Mais certaines choses, elles, n'avaient pas retrouvé leur place. Chaque matin, Elias se levait à la même heure, allumait le feu, préparait 2 tasses de café, une pour lui, l'autre pour Adam, qui dormait dans l'ancienne chambre de sa mère. Le silence entre eux n'était plus celui de l'oubli, mais celui des souvenirs partagés. Un matin, Elias ouvrit un vieux coffre. À l'intérieur, des photos fanées, un petit manteau d'enfant, un livre de contes abîmé, et un cadre en bois sculpté à la main. C'était une photo de lui et de sa fille, avec Adam sur les genoux. Il souriait. C'était une autre vie. Une vie avant les silences, les disputes, les blessures. Adam entra, les cheveux en bataille, tiré de son sommeil. « Tu fouilles dans le passé », dit-il avec un petit sourire. « Il faut bien le regarder en face », répondit Elias doucement, « sinon il finit par te rattraper. » Il tendit la photo à Adam. Le jeune homme la prit, longtemps, sans rien dire. Puis il demanda. « Est-ce que tu m'en veux, d'avoir disparu ?»« Non, » répondit Elias. « Pas aujourd'hui. Parce que, merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.